S'emprunt. D'abord, une question. Ce livre, Autobiographie de Federico Sanchez, est traduit de l'espagnol, d'ailleurs magnifiquement par Claude et Carmen Durand, et c'est votre premier livre écrit en espagnol. Oui. Vous en avez écrit 4 ou 5 autres avant en français. Alors, pourquoi avez-vous écrit les précédents en français et celui-ci en espagnol? Pourquoi n'avez-vous pas écrit les précédents en espagnol et celui-ci en français? D'où vient cette coupure? D'abord parce que j'étais exilé, je vivais en France, c'est que il était difficile de publier en Espagne les choses que j'écrivais. D'abord, et ensuite parce que Franco est mort et qu'il est de nouveau possible d'écrire en espagnol. Oui, c'est une raison historique. Vous auriez pu écrire en espagnol ou faire traduire en France, mais vous avez écrit en français. Oui, non, d'abord, le premier livre, Le Grand Voyage, est écrit en français pour une raison beaucoup plus profonde, c'est que, et pourtant je l'ai écrit en Espagne dans la clandestinité, je l'ai commencé là-bas, parce que c'est une expérience vécue en français, et que, de façon tout à fait normale et spontanée, c'est venu en français, voilà, tout simplement, et après je continue. Donc là, maintenant, c'est parce que le régime espagnol a changé que vous pouvez... En tout cas, je peux publier ça en espagnol. Que vous pouvez publier ça de toute façon en espagnol. Bon, alors ce livre, je vais vous faire 3 propositions, vous allez me dire quelle est la plus vraie. Est-ce que c'est l'autocritique d'un intellectuel communiste qui s'appelle Federico Sanchez? Est-ce que c'est l'autobiographie d'un citoyen espagnol qui s'appelle Georges Semprin? Ou est-ce que c'est un roman sur la mémoire écrit, signé par un écrivain qui s'appelle Georges Semprin? J'accepte les 3. Vous acceptez les 3? Oui. Oui, tout à fait. C'est l'autocritique dans la mesure où le livre est en effet... Il y a une chose qui me gêne beaucoup dans ce genre tout à fait particulier qui sont les mémoires ou les autobiographies d'anciens dirigeants communistes. Depuis ma vie de Trotsky, il y a on pourrait faire des thèses dans les universités sur ce genre littéraire. Il y a une chose qui m'a souvent dérangé, c'est, pour dire tout ça très vite en un seul mot, ces livres où le stalinien découvre que le stalinisme existe quand lui est poursuivi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui est pris dans l'engrenage du stalinisme, il découvre brusquement que le stalinisme existe. Et donc, quand il raconte ses mémoires, c'est les mémoires d'un innocent qui brusquement tombe dans la trappe et commence à être poursuivi. Ça, c'est évidemment faux. Mais d'abord, pour les téléspectateurs pour qui vous connaissent mieux, 2 mots d'abord sur vous. Vous êtes donc espagnol, vous êtes un fils de la grande bourgeoisie espagnole. Pareil. Hein? Oui. Oui, bon. Et vous êtes très jeune résistant, vous avez fait la résistance... En France, oui. Oui, vous avez 18 ans, vous avez été arrêté, oui. Bon, envoyé en déportation, et vous êtes inscrit au Parti communiste quand? Juste au moment de faire la résistance, à 18 ans. C'est ça. Et votre livre s'ouvre au moment, c'est en 64, dans un château de Prague, au moment où vous allez être exclu du Parti communiste Espagnol. C'est du Parti communiste espagnol, à la minute même où la Passionnera demande la parole. Demande la parole, et elle va raconter, et elle va donc vous exclure. C'est ça. Elle va faire une intervention qui a un sens comme ça, un peu religieux. C'est la dernière intervention, ça va être l'anathème. C'est ça. Bon. Cherchez le terme. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce que vous avez fait donc de 45 jusqu'à... De 45 au retour jusqu'en 53, je fais ce que tous les exilés espagnols ont fait plus ou moins. J'ai gagné ma vie, j'ai travaillé un peu partout. J'étais militant. J'étais militant, absolument, militant de base, absolument. Un intellectuel travaillant dans certaines revues du Parti espagnol qui étaient à cette époque-là légales en France. Elles ont commencé à être interdites en 1950. Et, bon, militant de base, intellectuel, assez stalinisé, disons. Et en 53, vous prenez du galon? Et en 53, je ne prends pas du galon, je prends des risques. En 53, j'accepte une proposition pour être clandestin en Espagne et pour commencer à travailler en Espagne. Mais alors sans aucun galon, comme instructeur clandestin en Espagne. C'est une époque où le Parti communiste espagnol commence à sortir de la période la plus dure de la répression, commence à rétablir des contacts, à renouer des liens. Et on a besoin de quelqu'un qui corresponde comme ça à un portrait robot qui puisse circuler dans le milieu intellectuel. Je correspondais au portrait robot parce que je parlais français, parce que je pouvais me débrouiller, parce que j'avais disons une préparation comme ça, culturelle suffisante pour parler avec des écrivains ou des poètes ou des universitaires espagnols qui commençaient de nouveau à s'intéresser et à la résistance antifranquiste et au marxisme, et voilà. Et quel était votre rôle exactement, alors, donc de clandestin Vos séjours duraient combien de temps? Ça dépend des années. Oui. Il y a des années où je passais la plupart de mon temps en Espagne, d'autres années où je passais la moitié de l'année en Espagne, et l'autre moitié dans une autre vie apparemment normale en France. Si vous aviez été arrêté, qu'est-ce qui se serait passé? Sauf des cas exceptionnels, et parfois imprévisibles, nous connaissions le tarif. C'est-à-dire que, à partir du comité central, c'était 20 ans et 1 jour. Le jour étant ajouté par la loi espagnole pour éviter les libertés avant la liberté conditionnelle ou provisoire. Et pourquoi êtes-vous exclu? Parce qu'à partir de 1960,
61, 62, commence dans le parti espagnol, et je pense que d'autres partis, l'involution du processus qu'a ouvert le fameux rapport secret de Khrouchtchev, c'est-à-dire l'involution du processus de déstalinisation. Ça commence en général dans tout le monde communiste, et on revient vers un néostalinisme, ce qui provoque des troubles, en tout cas dans certains partis, dans le parti espagnol, ça a commencé à provoquer des troubles. Mais ça, c'est une question, si vous voulez, un peu secondaire. La question fondamentale, c'est qu'à partir d'un certain moment, mon analyse vécue sur le terrain, d'une certaine façon, de la situation en Espagne, ne correspondait plus du tout, de moins en moins, et bientôt plus du tout, avec l'analyse faite par la direction du parti, à laquelle je participais, dont j'étais membre, exilé. C'était une vision, à mon avis, triomphaliste, une vision très idéalisée. Oui. Et à partir d'un certain moment, les deux analyses ont... C'est-à-dire qu'on parlait toujours de la grève qui allait tout... On parlait toujours de cette grève nationale pacifique ou générale politique ou action démocratique nationale, le nom a beaucoup changé, qui devait avoir lieu, qui devait tout bouleverser et qui ne s'est jamais produite parce que Franco est mort dans son lit. Et alors, à partir de là, commençait un processus de discussion qui a duré à peu près 1 an et demi et au bout duquel nous avons été exclus. Pas seulement moi, il y a eu Fernando Claudine qui était beaucoup plus important que moi dans la hiérarchie. Mais quand vous avez été exclu, est-ce que vous étiez encore stalinien? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Sinon, j'aurais fait mon autocritique. Et je n'aurais pas été exclu. Je me serais maintenu au poste le plus élevé possible de direction. C'est parce que vous n'étiez plus que justement... plus que j'ai choisi de me faire exclure et admis de me faire exclure et provoquer cette bataille jusqu'au bout. Non, j'étais un intellectuel tout à fait stalinien. D'ailleurs, je crois que la preuve en est là, non? Vous avez vu certains poèmes. Alors justement, on va y venir, parce que ça c'est assez extraordinaire. Je veux dire que vous avez un courage extraordinaire, c'est de publier des poèmes que vous avez écrits à la gloire de la passionnariat de Staline. Comment la critique de Carayon ne serait pas crédible si moi j'étais un innocent qui n'a jamais participé à tout ça? La meilleure façon de le montrer que je n'étais pas innocent, c'est de me mettre en cause directement. Alors, vous... on peut prendre même ça pour une stratégie littéraire, c'est pour être crédible que je raconte ça. La passionnariat, donc, qui va vous exclure, eh bien, quelques années avant, alors vous chantiez ces louanges. Ton sourire, Dolores, j'en garde souvenir, c'était par une fraîche après-midi de mars, loin du pays. La porte s'ouvrit, tu entras, d'un élan commun, nous nous levâmes, et tu vins serrer les mains souriantes, et c'est alors qu'éclata le printemps. Et alors, vers toi, Dolores, je voudrais laisser monter ma voix du plus profond, du plus secret de moi. Je ne suis pas bolchevique, j'essaye de l'être. Vois-tu, Dolores, je n'ai pas de racines ouvrières. C'est effarant, je veux dire. Effarant, mais vraiment, vous avez un courage incroyable de publier des trucs pareils. Son fils avait été tué à Stalingrad, à la passionnariat. Alors, d'ailleurs, vous avez écrit d'ailleurs un poème aussi à la gloire. Oui. Et alors, les poèmes à la gloire de Staline au moment où il meurt, vous en avez pondu là 2 ou 3 qui sont assez croquignolets. C'est malheureusement un seul très long. Oui, oui, mais il est assez croquignolet, je dois dire. Oui, celui-là. Et là, j'aurais pu me priver de le publier parce qu'il a été publié anonymement. Donc j'aurais pu à la rigueur ne pas revendiquer cette paternité. Mais c'était encore plus non, mais j'insiste sur votre courage. Hein, je veux dire que ce sont des chants religieux. Enfin, oui, c'était aux Anna, c'est ça. Exactement. Notre père est mort, notre camarade à tous, notre chef est mort, notre maître à tous, capitaine des peuples, architecte du communisme dans ses œuvres gigantesques. Il n'est plus pour nous, il est mort, il n'y a pas de mots. Roulent à présent les tambours du silence. Notre Staline est mort, camarades, serrons les rangs en silence. C'est d'ailleurs pas mal, je veux dire. Les traducteurs ont bien rendu. La traduction est très bonne. Elle est très bonne. Bon.